chez moi. Elle me dit, il y a longtemps, quand tu disais que un jour ou l'autre, tu allais venir chez moi. Voilà. Merci, je te remercie de nous avoir accueillis chez toi. Et je voudrais simplement, amicalement aussi, échanger avec toi sur un texte qui a un peu soulevé quelques réactions par rapport à une question que je trouverais existentielle, mais elle a son intérêt dans l'écriture, dans la littérature, c'est la mort. Donc, est-ce que d'abord je peux te couper? Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de Besançon? Besançon, je n'ai pas encore visité toute la ville, mais il paraît que c'est une ville écologique. C'est une ville où le vivre ensemble est simple. Voilà. Et pour moi, ce genre de cité ou ce genre d'espace stimule en quelque sorte la réflexion ou la créativité. Donc, merci. C'est ma ville. Une belle ville. Nous avons l'habitude d'organiser des échanges sur le site Al-Awraq avec des écrivaines et des écrivains. On a déjà eu un entretien avec Leila Mahsen, que tu connais très bien, autour de son ouvrage La théorie des aubergines. On a eu aussi un échange avec l'auteur marocain qui est Mohamed Nidali autour de son dernier roman, Le poète de Safi. Et on a eu aussi un entretien avec le penseur marocain qui est Khalid Zikri autour de son ouvrage, de son essai Modernité arabe. Là, on voudrait un peu changer de style, si tu veux, échanger sur un texte. Un texte, comme je l'ai dit au début, qui suscite un peu la réflexion, voire même l'étonnement par rapport à des gens qui n'ont pas peut-être l'habitude de lire ce genre de texte. Comme notre camarade. Comme beaucoup de gens. Il y a même des gens qui sont, j'ai vu ça sur des commentaires, qui ont été un peu étonnés sur le fait que tu as écrit sur la mort. Et peut-être qu'ils ont mal interprété ton texte. Parce que pour moi, ton texte fait partie de, comment dire, c'est une réflexion, pour moi, essentiellement sur l'écriture. Et qui n'est pas vraiment une thématique sur la mort, mais sur la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a cette liaison, cette articulation entre l'écriture et la vie. Tant que tu écris, tu es vivant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, exactement. C'est l'argument majeur du fait que je me suis posé la question de la mort. C'est après Éloge de l'exil, dans lequel je parle du suicide, de la mort et tout à la fin. Donc, après Éloge de l'exil, je me suis rendu compte que j'ai écrit et publié tout ce qui me traversait la tête depuis l'enfance. Et du coup, comme je te l'ai dit, j'ai un côté un peu autiste, donc j'aime bien rentrer dans moi-même, dans ma coquille, pour écrire. Et à partir du moment où je n'écris plus, la vie n'existe plus, n'a plus de sens. La réalité devient violente. J'ai toujours fui la réalité. Je ne regarde pas la télé, la radio, je n'écoute pas les journaux, je ne lis pas les journaux depuis 12-15 ans. Donc je n'ai jamais vu une image de guerre de l'Ukraine, de la Palestine ou d'ailleurs. Jamais. Parce que c'est trop blessant pour moi. Et tant que j'écrivais, je pouvais rester à l'écart de la vie. Maintenant, je n'ai plus rien à écrire et il y a un grand problème qui se pose pour moi. Le retour à la réalité, il se fait à partir d'un angle très, très, très particulier. Tu as vu que je vis dans le confort, que la ville est une petite ville de confort, que tout est confortable ici. Tu as vu ça? Il y a un problème que j'ai, c'est à quel prix? C'est sans doute dû à mes origines pauvres, misérables et rurales. C'est quand je suis là,
que je n'écris plus, quand je regarde, je me dis à quel prix? À quel prix? Ce sont des enfants esclaves qui ont fabriqué cette chemise. Ce sont des enfants esclaves qui ont fabriqué ce pull. C'est ça, l'idée de à quel prix me gâche l'existence. Tout de suite, je suis quelque part bien heureux, joyeux, amoureux, ou tout ce que tu veux, et tout à coup, si je n'ai pas un projet d'écriture long qui me fait fuir dans le temps, tout à coup je me dis, purée, ce confort, cette ville, les lumières sont allumées nuit et jour, la sécurité, les restaurants sont partout, les bars avec des comptes, tout ça c'est le bonheur total, c'est le paradis. À quel prix l'humanité le paye? À quel prix le paye le paysan marocain au fin fond qui fait la cueillette des oranges ou les tomates? À quel prix l'enfant indien fabrique ceci ou cela? À quel prix la petite fille fait des tapis comme ça? À quel prix? Et ça, si tu veux, par mes origines où je voyais le prix que les pauvres payent, ça, tu vois, ça me fait très mal. Alors, je conclue, je te laisse parler. Si tu veux, tant que j'écris, tant que je suis en écriture, non seulement je suis en fuite de la réalité, je suis en dehors de la réalité, mais aussi quelque chose de très important, écoute-moi bien, c'est que quand j'écris, je rembourse ma dette à l'humanité. Je rembourse ma dette au mien. Je rembourse ma dette à toutes ces personnes qui s'occupent de moi. Il faut vraiment que tu saches qu'à mon âge, je n'ai jamais été battu. Je n'ai jamais été agressé. Je n'ai jamais subi le moindre acte de racisme. Il faut que tu saches qu'à mon âge, on m'a servi tout le temps, toute ma vie. Tout à l'heure, au téléphone, j'avais des problèmes d'internet et tout. Et il y a la dame portugaise qui me dit, « Vous inquiétez pas, monsieur Carmel, je vais tout m'occuper de tout et je vais régler ça. » Ça, toute ma vie se résume en ça. Dès que j'ai un problème, il y a toujours eu quelqu'un qui me dit, « Viens. » Je le règle avec toi. Et si tu veux, ça me met toujours en dette. Et moi, la dette, je la rembourse en écrivant des poésies, des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre, des scénarios de films, tout ce que tu veux, ou des articles politiques ou autres. À partir du moment où je n'ai plus de grands projets à écrire, la pendule s'est arrêtée. La vie n'a plus de sens pour moi. Je n'ai plus envie de vivre. C'est fini. Ma vie est terminée. Donc il faut qu'elle s'arrête. Voilà, elle s'est déjà arrêtée, hein, comme tu le sais. J'ai déjà fait l'expérience. Je voudrais, si tu veux permettre, revenir sur cette question de l'écriture, parce que tu as dit que la vie s'arrête dès que tu finis d'écrire, dès qu'il n'y a plus rien à écrire. Mais est-ce que tu ne vois pas que ce n'est pas seule l'écriture qui pourrait, en quelque sorte, laisser la vie durer, mais aussi la lecture. Parce que la lecture aussi, si tu veux, comment dire, elle comble ce vide que pourrait laisser l'écriture. Alors, la réponse est simple. D'abord, j'ai toujours lu depuis l'enfance. C'est ça qui m'a sauvé. Depuis l'enfance, je lis, alors que j'étais pauvre et tout, dès que j'ai eu des livres. Puis comme tu vois, aussi. Pour moi, écrire, c'est d'abord lire. Donc, si tu veux, j'ai toujours lu. Je lis toujours. Mais je n'ai jamais lu que parce que j'écris. Maintenant, je lis. Mais si tu veux, le fait de lire, je lis toujours, tous les jours, tout le temps. Mais le fait de lire tous les jours ne comble pas le vide. Il faut vraiment que tu saisisses que la vie s'arrête à partir du moment où je n'ai plus. Elle s'est arrêtée après Éloge de l'exil. J'ai eu cette expérience et j'ai dû écrire. Donc c'est en voie de sortir. Le livre sur mon expérience de la mort, comment je suis passé à l'acte, etc. Comment les pompiers sont venus, comment la société, le tabou social m'a empêché de partir paisiblement, dans le grand bonheur. Comment, voilà, tout ça, j'en parle. J'en parle parce que j'étais encouragé, j'étais pris en charge par des gens. J'ai coulé beaucoup après ça, après l'expérience ratée. J'ai vraiment été au fond du trou.
Et ce qui m'a sauvé, c'est l'écriture. Et quelques personnes, 2 personnes, qui m'ont dit, allez, qui étaient là. Ouais. Donc si tu veux, si je n'écris pas, je n'existe pas. Ça se réduit à ça. Si je n'écris pas un poème, si je n'écris pas une nouvelle, si je ne suis pas en train d'écrire, si ma tête n'est pas en train de vivre quelque chose Ouais. qui est en lien avec les histoires que je raconte aux petits garçons en moi. Ouais. En gros, écrire pour moi, c'est raconter des histoires aux petits garçons rural et pauvres en moi. C'est à lui que je dois les rêves que j'ai. Tous les rêves que j'ai, c'est cet enfant-là, rural, Ouais. pauvre, tombé, Ouais. perdu. C'est lui qui m'a dit. Et là, je n'ai plus rien à lui raconter. Ouais. Non, mais je voudrais simplement prolonger l'idée que je voulais élucider. C'est que même si tu t'arrêtes d'écrire, n'oublie pas que tes écrits sont lus et qu'il y a un prolongement de l'écriture. Quand je dis prolongement de l'écriture, ça ne veut pas dire que toi tu t'arrêtes et le monde s'arrête autour de toi. Non. Et pourtant, c'est exactement ce qui doit se passer. Non. Je m'arrête, Ouais. il faut que le monde s'arrête autour de moi. Non, C'est tout. non, je ne suis pas d'accord parce que il y a comment dire, une éternité qui perdure ton écriture. Oui. Il y a des gens qui vont te lire et qui vont, à travers tes écrits, ils vont te faire vivre. Même si tu penses, à un moment donné, que le fait de t'arrêter d'écrire, c'est t'arrêter de, Non, mais bien de sûr. vivre. Non, mais là, Ouais, on parle de c'est ce que je veux Oui, là c'est un côté un peu métaphysique que je connais, que je veux dire, auquel j'ai consacré beaucoup de temps à réfléchir. Quand je vais partir, il y a des gens qui m'aiment. Tu sais, quand les gens ont appris que j'étais en train de partir, Ouais. j'ai fait beaucoup de mal aux gens autour de moi. Beaucoup de mal. Écoute, je vais te dire une chose. Quand ils ont vu que j'étais au fond du trou, si j'avais la notion de famille, moi j'ai longtemps coupé avec la notion de famille, si j'avais la notion de famille, je dirais, ma famille, c'est 200 ou 300 personnes qui m'ont écrit, qui m'écrivaient tout le temps, tous les jours. Ouais. Pendant que j'étais dans le trou, les gens se relayaient à Besançon, 20, 30 personnes se relayaient tous les jours pour m'écrire, pour savoir où je suis, comment ça va, pour m'écrire tous les jours. Donc si tu veux, je sais ça. Maintenant, pour revenir à l'écriture, l'écriture pour moi, elle est spécifique. Depuis que j'étais au Maroc, j'ai eu toujours la chance de publier ce que j'écris. J'étais au collège, j'écris une petite nouvelle et les publier dans le journal L'Opinion en français, à Page Culture. J'avais 13-14 ans. Tu te rends compte, et depuis, je n'ai cessé de publier. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'écrire et de publier. Mais alors, par contre, là, ça arrête. Mon personnage à moi, d'écrivain, c'est que je ne veux pas assurer le suivi de mes livres, les salons, les interviews. Il faut que tu saches, je te l'ai dit, hein, tu es la première personne à qui j'accorde un entretien comme ça depuis 12-15 ans, parce que j'ai arrêté tout ça. Les gens, ils me lisent. J'ai écrit pour eux. J'ai écrit pour le petit garçon en moi. Les gens s'identifient dans ce que j'écris. Ben, c'est bien. Ils n'ont pas besoin que je sois physiquement là. C'est tout. Et moi, je serai là-haut. Alors, moi, je voudrais simplement essayer, en quelque sorte, de caresser les mots, les termes et les notions sur lesquelles tu paries pour donner, comment dire, cette éternité à l'écriture. Et là, je te renvoie à la question de la violence. Parce que pour toi, l'écriture, c'est une lutte contre la violence de l'homme par l'homme. C'est-à-dire que le fait de vivre en tant qu'écrivain, contribue en quelque sorte à lutter contre la violence. Et la violence ici me renvoie, cette notion me renvoie aussi à la violence nue.
tel qu'il est décrit par le philosophe Eric Weil. Parce que dans les dialogues de Socrate avec ses interlocuteurs, il a essayé de découvrir dans leurs réponses des contradictions pour les orienter vers la vérité, pour les orienter vers les réponses exactes. Et c'est là où il y a cette lutte contre la violence nue. Et je crois que ton texte, quand il parle de la violence, pour moi, c'est dans ce sens-là qu'il parle de cette notion. Bien Qu'est-ce sûr. que tu en penses? Non, mais bien sûr, si tu veux, dès que j'arrête d'écrire, dès que je reviens dans la société, il y a la guerre autour de moi, il y a la violence, il y a cette fille écrivaine qui est déchue, qui est alcoolique, il y a le pigeon qui boit, il y a la violence partout. L'homme est violent partout. Alors, alors voilà, mais parallèlement, j'ai publié, enfin je ne l'ai pas publié, je l'ai mis gratuitement, un autre texte qui s'appelle Rien ne vaut à l'homme. Alors, j'ai étudié les philosophes, j'ai étudié Socrate, j'ai étudié Kant, j'ai étudié tous ceux qui parlent, Foucault sur la folie, la violence, tout ça. Mais, écoute bien ce que je vais te dire. Je me suis désolidarisé de l'espèce humaine. Je ne suis plus de cette espèce. Pourquoi? Parce qu'elle est violente naturellement. Et je vais te dire plus. J'ai publié un texte qui dit Rien ne vaut à l'homme, où la thèse principale de ce texte, c'est quelle est l'espèce la plus nuisible sur Terre à la vie? L'homme. Et donc il faut l'éradiquer. Voilà la thèse à laquelle le personnage, le personnage de ce petit roman, la fiction, qui s'appelle Rien ne vaut à l'homme. L'homme a une violence outrancière. Mais la vie aussi est violente. A une violence outrancière. Et je pense toujours au poète, tout à l'heure on en parlait, au grand poète arabe Al-Ma'ari. Moi, c'est ça ma philosophie. La vie n'est que peine entière. Et ce qui est le plus étonnant, c'est pas les gens comme moi qui veulent s'arrêter et partir. Le plus étonnant, c'est les gens qui disent non, non, je veux encore vivre et j'en veux, donnez-moi encore. Et moi, alors je ne généralise pas aux autres. Moi, je ne supporte pas la violence. Moi, cette violence, elle me fait trop mal. La violence de la société, la violence, toutes les violences que tu vois. Je vis dans une ville où il y a très peu de violence, ou presque pas, où c'est paisible, où c'est tranquille, tu vois. Je me balade dans la sécurité et tout. Mais quand même, quand tu vois ce qu'on fait aux gens sur Terre, pour qu'on ait le confort qu'on a ici, il n'y a pas pire violence. Et je ne parle pas de la guerre qui a été faite à l'Irak, à la Syrie, à la Palestine, ou avant, au Chili, au Mozambique et tout. Je veux dire, l'être humain, et en particulier la civilisation moderne. La civilisation moderne, elle porte la violence au sommet d'elle-même. Bien sûr, il y a les nobles, les féodaux que nous sommes, nous ici, nous sommes protégés de la violence, encore. Mais cette société porte, avec ses armes, la violence partout, outrancière. Quand tu sais que 5% de la population de la Terre détient la moitié des richesses de la Terre, on devrait interdire ça, mais personne. Si tu veux, moi, ça, par exemple, ça, c'est de la pire violence. Si quelqu'un tue ces 5%, j'applaudirai. Bon, ça ne se fait pas comme ça et on ne peut pas les tuer justement. Mais c'est une image que je te dis. Si quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, les éradique et les dépossède de leur argent, je applaudirai. Je ne suis pas que pacifiste, je peux être aussi. Mais quand même, j'ai traversé le siècle. Je suis né en 1952 avec la guerre israélo-arabe, avec la guerre à Cuba, avec le Tché. Tu vois, il n'y a rien sur terre qui peut me consoler de la mort de Tché. Voilà la violence absolue pour moi. On a tué le Tché et on n'a jamais jugé les gens qui l'ont tué, ni les commanditaires. C'est quoi ça? Alors que le Tché représentait, pour le petit jeune que j'étais, il représentait celui qui va libérer l'humanité, plus que Jésus. Pour moi, le Tché. Et on l'a tué, devant moi, enfin en gros. Et on n'a jamais jugé ça. Et jamais personne ne jugera ça.
on va m'expliquer des raisons, etc. J'ai fait de la sociologie, j'ai fait de la politique, je connais tout ça. Mais quand même, moralement, c'est inouï qu'on ait tué un homme qui veut libérer l'humanité et qu'on ne juge pas cet acte. Et que c'est des étrangers qui l'ont tué là où ils l'ont tué, des Américains. Bref. Je me suis désolidarisé de l'homme parce que même le pauvre, il accepte que le riche soit riche. C'est inouï. Prends le pays, notre pays. Ouais. La monarchie, elle a intérêt à ce qu'il y ait de la tricherie partout. Parce que ça fragilise les gens. Et les gens disent « Vive le roi ». C'est incroyable. C'est incroyable. Ce que les gens, y compris les plus pauvres, moi, un jour, ma mère m'a dit, sur Allah, je lui ai dit, Allah et toi, vous m'avez mis dans la merde et je m'en sors tout seul. J'étais tout petit, parce que je voyais bien que Allah, il ne peut pas accepter que je marche pieds nus. Allah ne peut pas accepter que je ne mange pas à ma faim. C'est quoi ça? Tu vois, j'ai commencé tout de suite à rejeter la religion. À partir du moment où j'avais 7 ans, 8 ans, j'étais maigre et je n'avais pas à manger. C'est quoi ça? C'est quoi? Et alors que les richesses existent, alors que le Maroc existe. Si tu prends le Maroc, le roi, si le roi donne la moitié de sa richesse, le roi et la famille royale, il leur reste de quoi vivre 1000 ans. 1000 ans. Et imagine ce qu'on fait avec 8, 9 ou 10 milliards qui seront reversés pour faire des dispensaires, des écoles, tu as des trucs de centres de loisirs, des bibliothèques. Non. Tout le monde accepte ça du haut en bas et de bas en haut. Et du coup, ça rend tout le monde un peu co-responsable pour moi. Je sais que ce que je dis est choquant et tout, mais entends ce que je dis quand même. Oui, j'entends bien ce que tu dis. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord, que je suis d'accord sur tout ce que tu as dit. Parce que pour moi, dans l'homme, il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même de l'humanité. Dis-moi, où est l'espoir? On a foutu en l'air la planète. Voilà. L'espoir, c'est dans ces initiatives que des gens, des associations, voire même des partis politiques créent pour faire changer ce monde-là où l'injustice prime. Je fais partie des gens comme ça. Ici à Besançon, Besançon est rempli d'associations humanitaires, écolo, etc., où je participe financièrement. Et donc, il y a quand même un certain sentiment de désintéressement chez les gens qui n'ont pas la même aspiration ou les mêmes objectifs que d'autres, qui n'ont que ce souci d'exploiter autrui. Je comprends mais j'entends ça, hein. Mais j'ai des camarades autour de moi qui font ça, qui sont très sincères et tout. Il y a un problème. Il y a là aussi un problème. Et c'est donc rien ne voit l'homme où je le dis. On finit par servir de prétexte à ce que le capital continue à être plus riche encore. Tu entends ce que je dis? Oui. Toutes ces actions-là, c'est un peu comme un pansement et non pas soin. J'ai fini par être convaincu que le salut de l'humanité ne vient pas de l'Europe, de la civilisation. Il faut que quelque chose de l'extérieur, un peu comme Rome et les barbares, il faut que quelque chose de l'extérieur bousille cette civilisation pour espérer recommencer autrement. Je voudrais, si tu t'entends bien ce que je dis? Oui, je t'entends bien. Je voudrais simplement revenir avec toi sur ton texte sur la mort. Et il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées qui m'ont interpellé. Surtout par rapport à la question de partir, mais le hasard voulait que ce que j'ai programmé n'a pas abouti à cause de la trahison. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, cette volonté de partir, ne vois-tu pas qu'elle est battue, en quelque sorte, par cette volonté du fait que c'est la vie qui gagne? Alors, évidemment, mais comme je vais gagner quand même contre la vie, tu pourras bientôt ne pas... Tu vois, tu ne pourras pas soutenir cette thèse bientôt. Et
c'est très compliqué. Quand j'avais décidé de mourir, j'ai écrit un texte. Ça a fait un choc incroyable, et partout dans mes réseaux. J'ai 5000 amis sur Facebook, mais j'ai des amis aussi dans la vie et tout. Ça a fait un choc incroyable. J'ai une amie qui a déprimé longtemps, pendant 2 mois, à cause de ça, etc. Et tu me liras dans la publication Choisir ma vie, choisir ma mort, qui est en train de sortir. Petit à petit, je me suis retrouvé seul sur mon projet, ou presque. Il n'y avait plus que 2 personnes qui ont dit on t'accompagne dans ton choix. Si tu veux, comment dire, en amont de cette question, je dois avoir le droit de mourir. Et si je veux mourir, personne ne doit m'interdire de mourir. C'est ça le principe. Donc, ici en France, si je suis dans le coma, d'ailleurs j'étais dans le coma, ils m'ont réveillé, alors que dans mes papiers, dans mes directives anticipées, c'était marqué on ne doit pas me réveiller. En Allemagne, dans certaines langues, en Suisse, en Belgique et tout, si tu es mal, on ne doit pas me réveiller du coma, on ne te réveille pas du coma. En France, on te réveille du coma. En France, même si tu es en loque, un légume, on te maintient en vie, même si tu demandes de partir, on te met des perfusions. Donc on a un problème en France énorme, c'est qu'ils ne respectent pas le choix de partir, de mourir. Si on ne reste... Camus dit ça, la seule question philosophique qui vaille, c'est le suicide, c'est celle du suicide. C'est tout. Et pour moi, c'est ça. La seule question philosophique, métaphysique, spirituelle, religieuse qui vaille, c'est de dire je dois être capable de choisir de mourir et je dois pouvoir choisir de mourir et on doit me laisser mourir. Alors, maintenant, pour revenir à ta question, qu'est-ce que tu veux? Je décide de mourir, je prends les précautions, je suis dans des associations suisses, Pegasos, je suis dans des associations Ultime Liberté, sur ça, sur le choix de mourir, et j'ai appris comment il faut pour mourir, et je passe à l'acte. Il se trouve que ce soir-là, une fille avait bu un verre de vin avec moi, après le concert qui a été au concert avec moi, une fille, qui avait juré de m'accompagner et de me laisser mourir, et qui est âgée, qui a 65 ans. Donc c'est pas une petite jeune qui m'a dit je t'accompagne. Et elle disait qu'elle veut même passer au procès si jamais on l'accusait. Donc voilà, j'ai une personne et 2 personnes, un ami de jeunesse d'origine iranienne, qui eux ont dit on t'accompagne jusqu'à mourir. Parce que c'est compliqué de mourir tout seul. C'est pas facile. Mais bon, j'y suis arrivé la preuve. Et du coup, on était mardi, et elle, je ne la revois que jeudi. Et c'était pratiquement la seule que je voyais à l'époque. Ça faisait 2, 3, 4 semaines que c'était la seule. Donc elle doit partir et ne revenir que jeudi. Au retour jeudi, j'étais mort. Sauf que quelque chose lui a dit quelque chose dans sa tête. Et tout de suite, il y a eu des gestes de moi qui lui indiquaient que c'était une belle soirée. J'étais content, j'étais heureux. Il y avait Requiem de Mozart dans l'église. Donc j'étais heureux, tout. Et je viens chez moi, je rebois encore un petit verre, parce que j'avais bu un petit verre de vin, un verre. J'écoute de la musique, je mets Chopin, j'écoute de la musique. Je dis qu'est-ce qui se passe, où je suis et tout. Et je me dis c'est le moment, je suis bien, il faut partir. Et je suis parti, comme j'avais décidé. Je suis parti. Avant, dans ma préparation, j'avais peur que mon corps ne veut pas. Mon cerveau, il veut, ma conscience, j'avais peur que le corps résiste. Il était d'accord avec moi. Mon corps, tout mon corps était là. On y va. Je m'étais dit, j'aurais beaucoup d'émotions. À quoi je vais penser? À qui? À quoi? Je n'ai pensé à personne, sauf au vol. Dans ma tête, ma religion, on peut se dire, ou ma philosophie, c'est une fois qu'on est mort, le souvenir se disperse dans l'univers. J'ai publié un roman qui s'appelle Une amance éternelle, qui est un roman animiste. Voilà, comme ça. Moi, je voudrais revenir avec toi sur
à part ce texte qui a suscité, comme je te l'ai dit au début, Beaucoup, oui. beaucoup Même Mediapart, ils étaient choqués. de réactions. Mais pour moi, tu as un autre visage. C'est celui de quelqu'un qui a d'abord bien maîtrisé la langue française, deuxièmement, qui s'en sert d'une manière, je dirais, créative. Et notre amie Leïla m'a offert un de tes écrits, c'est la saison Des filles. filles. Et c'est là où j'ai découvert un écrivain qui maîtrise très bien l'autobiographie. L'autobiographie dans la mesure où il y a ce retour. Toi, tu vis dans l'exil, et il y a quand même ce retour à une jeunesse, là où il y avait vraiment un système éducatif avec tous ses défauts, mais qui a en quelque sorte contribué au développement de la personnalité, surtout au niveau culturel. Et c'est là où je vois que tu as brillé non seulement dans le style, mais aussi c'est que pour moi, personnellement, quand j'ai lu cette autobiographie, ce roman autobiographique, La saison des figues, je m'y suis retrouvé parce que je vivais dans presque le même cadre, le même amour, les mêmes personnages qu'on a rencontrés, des coopérants français et tout, et la même simplicité. Ce qui donne, à mon avis, un ajout pour moi culturel. Et pour moi, c'est quelqu'un qui s'est exprimé à ma place, mais d'une manière créative. Un cinéaste marocain a écrit à mon éditeur en lui disant la saison des filles, c'est mon histoire à moi qu'il a. Moi aussi, c'est une grande partie de mon histoire à moi. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, tu parles de la langue française, la France. Moi, franchement, c'est mon pays, c'est moi. La France m'a accueilli comme ça. Et la langue française, j'ai commencé à apprendre la langue française au CP. Donc, c'est quand même. Et on a eu des profs, des maîtres français, des profs français et tout. Et en arabe, on avait très peu de profs qui étaient bons pour nous faire aimer la langue arabe. Et en plus, on n'apprend pas notre arabe à nous, qui est la langue parlée. On apprend une langue quasiment étrangère, quasiment morte, que personne ne parle. Et j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Je me suis beaucoup donné, professionnellement, amoureusement. Et tout ce que j'ai fait, alors ça aussi, ça compte, je l'ai fait avec passion. J'ai vécu une vie de passion. Les joies, c'était de la passion. Les chagrins, c'était de la passion. Tout, c'était passion. Écrire, raconter des histoires, c'était des passions. J'ai publié un texte qui a été lauréat de la francophonie, deux textes qui ont été lauréats, mais dont l'un qui s'appelle L'Humanité, tout ça, qui a tourné au théâtre en France, beaucoup au Canada, en Suisse, en Belgique, et partout. Ce texte-là, c'est court. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Et pendant que je l'écrivais, c'est une petite fille qui parle, et pendant que je l'écrivais, des amis à Besançon, je voudrais quand même leur renouveler mes remerciements et leur dire, je me souviens de vous tous, toutes. Ils viennent me chercher pour me faire sortir, marcher un quart d'heure. Ils m'apportent à manger. Ils vérifient que j'ai mangé. Donc si tu veux, ça aussi, c'est écrire pour moi. Non seulement c'est une passion, mais pas une passion heureuse, ni malheureuse d'ailleurs. C'est une passion, et donc avec beaucoup de mal, beaucoup d'épreuves, mais en même temps beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Voilà. Je voudrais finir ce passionnant débat. Il ne pensait pas que ce serait... Non, mais c'est toujours amical d'échanger comme ça spontanément. Ce serait mieux que d'essayer de se programmer dans des chaînes. Sur la question de l'exil, et je trouve que
j'ai écrit une phrase. Et toi, tu vas donner ton opinion sur cette petite phrase. J'ai dernièrement lu un roman de Salim Machi sur l'exil de Lot. Et quand j'ai terminé de le lire, j'ai écrit ceci. L'oralité du récit s'évapore. Écris ton exil. Question. Écoute, pour moi, à l'âge que j'ai maintenant, l'exil est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je veux dire, ma patrie, c'est l'exil pour moi. Ouais. Tu vois, je ne suis pas... Même les familles, la notion de famille, tout ça, c'est pas quelque chose auquel je suis très attaché. Mais j'ai eu la chance d'avoir connu plusieurs exils très éprouvants. D'abord à 10 ans, l'exode rural, parce qu'on n'a rien à manger dans la petite ville. Ensuite, à 15 ans, je m'exile de Belhamed, de ma petite ville, à Khouibga, une ville minière sale, dégueulasse à l'époque, grise. J'espère que maintenant elle est moins sale, ou en tout cas plus jolie. Après Khouibga, Casa, donc je fais mon lycée à Casa, 2 ans à Casa, magique. J'ai des souvenirs magiques de Casa. Après Casa, Besançon. Mais je devais venir à Besançon. Quand j'étais petit, je savais que Victor Hugo était né à Besançon, et donc j'avais dit, j'irai vivre à Besançon. J'irai vivre à Besançon. Ça, c'est le petit garçon qui l'avait dit. J'en parle dans mon roman Au Besançon. Il avait dit, j'irai vivre à Besançon. Et quand même, et je vis à Besançon, grâce à lui. Quand je me suis retrouvé au Maroc pendant le tremblement de terre du côté des Saouiens, et quand ça a tremblé, j'étais à l'auberge au premier étage, ça a tremblé beaucoup. Et la première chose que j'ai fait, j'ai rangé mes affaires alors que les gens sortaient. Moi, je préparais mes affaires. Et la seule chose que j'ai écrite, c'est « Je veux être enterré à Besançon ». Si tu veux, la seule ville où je ne me sens pas en exil, c'est Besançon. C'est pas la France, c'est Besançon. Juste Besançon. Et alors, moi, la phrase qui m'a marqué sur l'exil, c'est quelqu'un d'Amérique latine, un écrivain. J'aime pas citer quelqu'un dont je ne me souviens pas du nom, mais voilà. L'exil, c'est la perte des chemins d'enfance. D'accord ? Quand je suis retourné 20 ans plus tard au Maroc, il n'y avait plus mes chemins d'enfance. Je n'étais plus chez moi. J'écris souvent que ce Maroc-là, c'est pas mon pays et tout, un peu comme disait Khaldi, pays. Je dis souvent ça, mais parce que la dernière fois j'ai écrit ça, j'ai écrit un petit poème qui dit on dirait que je ne suis pas passé par ici. Hein, c'est petit pays, je ne sais pas si tu as vu ce poème passé, petit pays, qui tu es et qui je suis, petit pays. Tu m'as laissé dans tes oublis, petit pays, on dirait que jamais de ma vie, petit pays, je ne suis jamais passé par ici, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que je ne suis pas dans le pays de mon enfance, dans mon pays, c'est compliqué tout ça. Les gens, le nationalisme, le chauvinisme, n'acceptent pas de réfléchir sur ces questions. Or, les exilés, il y a une pièce de théâtre de Brecht qui s'appelle Bertolt Brecht, qui s'appelle Dialogue d'exilés. Il faut le lire, parce que justement, il dit que l'exilé, c'est celui qui voit le premier des changements dans une société, parce que c'est à lui qu'on s'attaque en premier. Eh bien, merci beaucoup pour cette entretien. Bienvenue à Besançon, chez moi. Je te remercie de nous avoir accueillis. Et je dis à tous et à toutes ceux qui nous suivent sur le site Al-Awraq, je leur dis à la prochaine et avec un autre ou une autre écrivaine. Merci. Et bravo à Al-Awraq. Merci.